Alors, dans le cadre de la formation par MOOC sur l'insuffisance cardiaque, je vais vous présenter la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche ABC. Alors, lorsqu'on parle de l'insuffisance cardiaque, qu'en est-il de la définition consensuelle adaptée par les sociétés savantes et même les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie portant sur l'insuffisance cardiaque, publiée en 2021? Il s'agit d'un syndrome clinique complexe secondaire à des anomalies structurelles et ou fonctionnelles du cœur, à l'origine d'une réduction du débit cardiaque ou d'une élévation des pressions de remplissage du ventricule gauche au repos ou à l'effort. Alors là, on a deux éléments clés qui ressortent d'emblée de la définition, c'est la réduction du débit cardiaque ou l'élévation des pressions de remplissage ventriculaire gauche. Alors, lorsqu'on va encore affiner la définition de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche réduite, là, la fraction d'éjection ventriculaire gauche réduite a été définie dans les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2021 par une fraction d'éjection ventriculaire gauche inférieure ou égale à 40%. Alors, qu'en est-il de la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque? Et là, on va commencer par les perturbations hémodynamiques de l'insuffisance cardiaque. On a parlé dans la définition de débit cardiaque et de diminution du débit cardiaque. Alors, qu'en est-il des déterminants du débit cardiaque? Le débit cardiaque n'est autre que le produit de la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique ventriculaire gauche. Et donc là, on va décortiquer un tout petit peu cette formule-là pour comprendre la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque. Et on va commencer par le volume d'éjection systolique ventriculaire gauche. Là, c'est en fait la différence entre le volume télédiastolique et le volume télésystolique. Alors, le volume télédiastolique en lui-même, il est régi par deux éléments primordiaux, la compliance du ventricule gauche et les pressions de remplissage ventriculaire gauche. Alors, lorsqu'on va parler de volume télédiastolique, c'est essentiellement la précharge ventriculaire gauche. Et la précharge ventriculaire gauche, elle-même, elle dépend de la volémie et du retour veineux systémique. Là, lorsqu'on va parler de précharge, on parle essentiellement de la loi de Frank-Starling. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi de Frank-Starling? Là, plus la précharge augmente, plus la force de contraction est grande du fait d'une mise en tension des fibres myocytaires. Là c'est concernant la précharge ventriculaire gauche. Alors, c'est un sujet normal, c'est la courbe en jaune. Ce que vous voyez est que lorsqu'on a une augmentation du volume télédiastolique, on va avoir une adaptation avec une augmentation du volume systolique jusqu'à arriver à un plateau, un genou, puis à un plateau. Alors que chez les patients insuffisants cardiaques avec une dysfonction systolique du ventricule gauche, vous voyez que la courbe elle est beaucoup plus amortie et puis rapidement, dès qu'il y a une petite élévation du volume télédiastolique, on va avoir un point culminant et puis le volume systolique, il va encore s'infléchir de nouveau rapidement. Là, ça va s'accompagner par une dilatation du ventricule gauche qui va pérenniser la dysfonction systolique ventriculaire gauche. Alors, le deuxième élément, c'est le volume télésystolique. Lorsqu'on va parler de volume télésystolique, c'est essentiellement la contractilité du ventricule gauche, c'est la contractilité intrinsèque des fibres myocytaires, c'est l'inotropisme cardiaque et aussi la post-charge ventriculaire gauche. Lorsqu'on va dire post-charge ventriculaire gauche, c'est les forces s'opposant à l'éjection du ventricule gauche, c'est-à-dire essentiellement la pression artérielle. Et là, on va parler plutôt de la loi de Laplace. Alors, la loi de Laplace qui dit que la tension de la paroi du ventricule, elle est directement proportionnelle à la pression et au diamètre de la cavité ventriculaire gauche et inversement proportionnelle à son épaisseur de paroi. Alors, ce qui se passe aussi chez un sujet normal est que si on a une augmentation de la pression artérielle et essentiellement des résistances artérielles systémiques, on va voir, là c'est la courbe en jaune, un index cardiaque qui est maintenu assez stable. Chez les patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche, on va voir rapidement une courbe qui décroît, qui s'infléchit,
avec l'augmentation des résistances artérielles systémiques. L'index cardiaque, elle diminue. Là, on va encore avoir une augmentation des pressions de remplissage, ce qui va encore aggraver l'insuffisance cardiaque sur le plan hémodynamique et la dysfonction systolique du ventricule gauche. Alors, il n'y a pas que le volume d'éjection systolique. D'un autre côté, il y a la fréquence cardiaque. Et là, la fréquence cardiaque, c'est essentiellement la fréquence cardiaque intrinsèque, mais aussi la balance autonomique catécholergique. Alors, si on va résumer un tout petit peu les perturbations hémodynamiques au cours de l'insuffisance cardiaque avec une dysfonction ventriculaire gauche systolique, là, vous voyez qu'on a une altération de la contractilité et ou une surcharge du travail ventriculaire gauche qui va aboutir à une augmentation des pressions de remplissage avec une baisse du débit cardiaque. Il va y avoir un certain remodelage cardiaque afin de maintenir un débit cardiaque normal, mais qui va s'associer à une fibrose myocytaire qui va aggraver encore plus la dysfonction systolique du ventricule gauche. Alors, qu'en est-il du remodelage cardiaque? Lorsqu'on parle de remodelage cardiaque, ça résume les modifications structurelles et fonctionnelles du cœur. On a le remodelage cardiaque physiologique, c'est essentiellement la cardiomyopathie du sportif chez les athlètes de haut niveau, qui va associer une certaine hypertrophie dilatation harmonieuse des différentes cavités cardiaques. Et bien entendu, ça ne s'associe pas à une fibrose myocytaire. Il n'y a pas d'anomalie des myocytes en eux-mêmes. Alors que le remodelage cardiaque pathologique s'accompagne de plusieurs changements tels que l'hypertrophie des cardiomyocytes, l'apoptose et la nécrose myocytaire, la prolifération des fibroblastes avec une accumulation des médiateurs pro-inflammatoires, une réorganisation de la matrice extracellulaire caractérisée par une induction de la fibrose cardiaque, une aggravation de la dysfonction ventriculaire gauche systolique. Alors, on va résumer un tout petit peu ces modifications architecturales et fonctionnelles du cœur, autant cardiaque que vasculaire. On va avoir une dilatation ventriculaire gauche selon la loi de Frank-Starling avec une baisse du volume systolique et du débit cardiaque, une hypertrophie ventriculaire gauche avec une augmentation des pressions télédiastoliques, une augmentation de la rigidité ventriculaire gauche avec une pérennisation de la dysfonction ventriculaire gauche systolique et une augmentation des résistances artérielles systémiques qui va augmenter la post-charge. Et là, c'est encore plus des perturbations hémodynamiques du ventricule gauche. D'autre côté, une augmentation des pressions veineuses avec une augmentation de la précharge ventriculaire gauche. Alors, ces perturbations hémodynamiques vont sûrement s'associer à des mécanismes adaptatifs, des mécanismes essentiellement neuro-humoraux. Là, en matière d'insuffisance cardiaque, il ne s'agit pas de perturbations hémodynamiques architecturales du cœur seulement, mais aussi de mise en exergue de certains systèmes qui entrent bien évidemment dans la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche réduite et qui sont considérés comme la cible thérapeutique de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Alors, ces systèmes-là sont essentiellement le système nerveux sympathique et le système rénine-angiotensine-aldostérone. Alors, lorsqu'on va parler de ces deux systèmes-là, c'est essentiellement une stimulation de ces systèmes-là vasoconstricteurs afin de maintenir une pression artérielle correcte, un débit cardiaque correct, une perfusion correcte des organes cibles. Néanmoins, ces systèmes-là, à un moment donné, vont s'associer à des effets délétères. C'est ce qu'on va voir après, ce qui va pérenniser l'insuffisance cardiaque. Il va y avoir aussi une mise en exergue du stress oxydatif. Dans les insuffisances cardiaques terminales, une stimulation de la sécrétion de l'hormone antidiurétique qui, elle encore, va aggraver la rétention hydrosodée et l'hyponatrémie. Il y a aussi une stimulation de l'endothéline 1 et des cytokines pro-inflammatoires aussi, avec un état pro-agrégant plaquettaire. Alors, d'un autre côté, on va avoir une faiblesse des systèmes natriurétiques et vasodilatateurs, essentiellement les peptides natriurétiques, la bradykinin et le monoxyde d'azote. Alors, toutes ces perturbations-là, ces mécanismes adaptatifs initialement, vont s'associer
au long cours à une altération de la fonction et de la structure ventriculaire gauche. Alors là, ce sont les biomarqueurs de l'insuffisance cardiaque. Si on va les résumer, il y a les neurohormones, la noradrénaline, la rénine, l'angiotensine 2, l'aldostérone, la vasopressine, l'hormone antidiurétique et l'endothéline 1. Il y a les molécules spécifiques du strain myocytaire, c'est les peptides natriurétiques qui sont sécrétés suite à un stress myocytaire. Il y en a d'autres, l'adrénoméduline, les facteurs de croissance, la ST2, la bradykinin, etc. Les marqueurs de nécrose myocitaire, tels que les troponines, les marqueurs pro-inflammatoires et les marqueurs du stress oxydatif. Alors, qu'en est-il de ces effets-là adaptatifs? Initialement, on a dit, on a le système nerveux sympathique qui va être stimulé afin d'essayer d'augmenter la pression artérielle, de maintenir un débit cardiaque correct, avec une redistribution essentiellement de la perfusion vers les organes nobles pour maintenir ces organes-là. Mais en fait, ça va s'associer à des effets délétères, notamment lorsqu'on a cette redistribution-là de perfusion d'organes nobles, on va avoir une diminution de la perfusion musculaire avec une fatigabilité musculaire, une diminution de la perfusion rénale avec une perfusion des néphrons les plus profonds, ce qui va encore stimuler et induire une rétention sodée, le maintien de la pression artérielle avec un ventricule gauche qui est défaillant, ce qui va constituer une augmentation de la contrainte systolique du ventricule gauche. Aussi, on va avoir une désensibilisation progressive des bêta-récepteurs myocitaires. Alors, lorsqu'on va avoir cette atteinte des bêta-récepteurs adrénergiques, ça va aboutir à l'échelle myocitaire moléculaire, à une apoptose des cellules myocitaires, à une hypertrophie avec des anomalies des myocytes, et ça va encore pérenniser l'altération fonctionnelle et architecturale du cœur. Alors, d'un autre côté, il y a l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Là, c'est essentiellement l'angiotensine 2, l'AT1 qui va induire la vasoconstriction, mais encore l'hypertrophie myocitaire, la prolifération myocitaire, une rétention sodée avec une augmentation du stress oxydatif, de l'inflammation et de la thrombose, ce qui va être délétère chez le patient insuffisant cardiaque. Alors, d'un autre côté, il y a l'aldostérone qui va agir non seulement sur le cœur en induisant une fibrose myocitaire, mais aussi sur le rein avec une rétention hydrosodée. Et ça va aggraver la congestion et les troubles de la balance électrolytique. Et puis, ça va encore aggraver la dysfonction endothéliale, l'agrégation plaquettaire et le stress oxydatif. En parlant de stress oxydatif, ça ne va que pérenniser la dysfonction ventriculaire gauche, l'apoptose et la nécrose myocitaire et la fibrose aussi myocitaire. Alors, d'un autre côté, on a dit qu'on a une faiblesse des systèmes natriurétiques et vasodilatateurs. C'est essentiellement les peptides natriurétiques qui sont de deux types, le facteur atrial et les peptides natriurétiques de type B, les BMP, sécrétés essentiellement par les ventricules. Là, suite à une augmentation de pression au volume, on va avoir une mise en exergue de la sécrétion de ces éléments-là afin de favoriser la natriurèse et la diurèse. C'est qu'on a matière après, ce qu'on voit, c'est que ces systèmes-là, ils vont inhiber le système rénine-angiotensine-aldostérone et le système nerveux sympathique. Ça s'accompagne d'un effet trophique favorable, d'une vasodilatation et d'une natriurèse. Néanmoins, en matière d'insuffisance cardiaque, on a une faiblesse relative de ces mécanismes-là, natriurétiques et vasodilatateurs. Alors, si on va conclure, par rapport à la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque, qui est assez complexe, initialement, c'était juste, on disait que l'insuffisance cardiaque, c'est la conséquence de consommation de sel et de rétention d'eau. Plus tard, la théorie hémodynamique a été dévoilée. On a dit la définition, c'est une réduction du débit cardiaque, augmentation des pressions de remplissage de la post-charge ventriculaire gauche. Puis là, c'est essentiellement, ça donne les aspects cardinaux de l'insuffisance cardiaque, mais pas la progression
constante de l'insuffisance cardiaque. On a ainsi un modèle progressif de l'insuffisance cardiaque qui associe non seulement ces perturbations-là hémodynamiques, mais aussi les perturbations neuro-humorales et moléculaires, cellulaires, myocytaires. Donc là, on va dire que l'insuffisance cardiaque est plutôt une maladie neuro-humorale avec des réponses inflammatoires et des mécanismes moléculaires assez complexes qui font de la cible du traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche essentiellement réduite afin d'essayer d'améliorer le pronostic de ces patients-là. Et je vous remercie pour votre attention.